Et t'habitais avec Donc, Jorian, là? on habitait pas ensemble, on habitait tous les deux à Avignon. C'était juste avant qu'on habitait ensemble. Ouais. On a même habité ensemble chez ma mère à un moment, la pauvre. Ah oui, Ouais, ouais. l'aventure. C'est l'époque où on organisait aussi ce qu'on appelait le Summer Sweetie Break. Ça arrive un peu plus tard, mais c'était aussi chez... En fait, ma mère partait 2 semaines par an en vacances. Et moi, j'organisais un espèce de spring break de stunter, quoi, dans son jardin. mais ouais, on était une centaine. Ah, carrément, d'accord. Ça faisait du stunt dans le garage. Il y en avait un, Mathieu, tiens, qui s'était pété les talons parce qu'il a sauté du toit du garage dans une piscine pour enfants. On faisait des concours de lancer de scooter dans le mur. Il y avait des cracheurs de feu. Enfin, on découpait des bagnoles pour faire des piscines aussi. Oh merde. Bah, on était vraiment insouciants, non? Incroyable, incroyable. La marque de fabrique, les kiwis, le druide, toutes ces choses-là. Là, vraiment, on voit bien que quand vous arriviez sur une manche, c'était pour retourner la manche. Et on voit bien que les gens étaient tous outrés, en fait. Et on voit bien que tout le monde était submergé par ça. Et ça, c'était marrant. Je crois que c'est Nogaro 2019 où déjà il y avait, je sais pas, une centaine de mecs habillés en druide. C'était nimp. Les types qui vendaient des costumes de druide sur eBay à l'époque, ils ont dû péter les plombs, ils n'ont pas dû comprendre ce qui se passait. Les gars se sont donné rendez-vous à l'entrée du circuit, tous en druide, et ils ont fait une procession jusqu'à notre stand. Putain, pour venir se poser et faire une prière de druide devant la Supra. Enfin, c'était incroyable, c'était incroyable. Mais... Sur le live, il y avait des druides de partout, quoi. Je me faisais engueuler, hein. Quand t'as du monde sur les réseaux, c'est encore pire parce que c'est rigolo, mais en vrai, c'est répétitif, ça dure une saison entière. Ça m'a suivi d'ailleurs. Hein. T'emmènes tes potes dans cette histoire. Tes potes, ils le vivent très mal aussi. Et moi, je fais pas ça pour ça, quoi. Donc, et puis ça s'est mal passé à la fin, quoi. Alors après, il y a le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent là, quand c'est comme ça. Alors encore plus, dans mon cas, forcément. Moi, c'est Julien.com. Vous venez de lancer mon tout nouveau podcast, Garage.com. Garage.com, c'est le podcast des anecdotes automobiles. Pilotes, influenceurs, photographes, écrivains, découvrez les passionnantes aventures de nos invités, tous acteurs de leur passion pour les engins motorisés. Le podcast est également disponible en version audio seule sur toutes les plateformes de streaming. Après votre écoute que j'espère captivante, je vous invite à liker et laisser un commentaire. Vous pouvez également repartager, cela contribue énormément à la visibilité du podcast. Ah, une dernière chose, vous pouvez me suivre sur Instagram pour plus de contenu exclusif. #Julien.com. Bon visionnage. Et salut les amis, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Garage.com que je vais avoir la chance de co-animer avec Jérémy Tchouf Mérires ici présent. Salut Jérémy. Eh ben salut Julien, ça me fait grave plaisir de faire ça avec toi. Ça fait un petit moment que je les regarde en plus, donc j'ai vu quelques connaissances passer. Bon, c'est génial. Donc content que ce soit mon tour. Merci. Génial, moi aussi. Merci à toi. On a réussi à se trouver un petit créneau pour faire ce podcast et je t'en remercie. Alors, Jérémy dit Tchouf Mérires, c'est un stunter avant tout, un drifter, un cascadeur, un influenceur également. Il a quand même 168 000 abonnés sur YouTube. Donc effectivement, Jérémy, c'est quand même quelqu'un qui pèse dans le game, dans l'influence automobile française. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Jérémy Mérires, j'ai 36 ans. Je suis né à Lyon, j'ai vécu une bonne partie de mon enfance, mon adolescence et un peu de ma vie d'adulte dans le sud-est, donc près de Marseille, Aix-en-Provence, tout ça. Ok. Ensuite, j'ai beaucoup bougé, donc, grâce au stunt notamment, mais voilà, l'Espagne, les îles. Et puis j'ai fini par revenir. D'abord, j'ai fait, si tu veux, je suis monté, quoi. J'ai fait Avignon, Montélimar, Lyon. Et puis voilà, on revient toujours d'où on vient, donc je viens de revenir dans le sud-est, à côté d'Aix-en-Provence. Ok. Tu veux bien nous expliquer un petit peu dans quel environnement tu as grandi? Où tu as grandi, tu m'as dit à Lyon. Je suis né à Lyon et en fait, à partir de mes 4 ans, j'étais à Marseille. Ok. Raconte-nous ton enfance, raconte-nous d'où tu viens, dans quel environnement tu as évolué et comment t'es venu un petit peu toutes ces passions pour tout ce qui est motorisé. Et en fait, c'est mon beau-père, en fait, donc quand on est arrivé ici avec ma mère, qu'elle a rencontré assez rapidement. Et mon beau-père était motard. Et en fait, tu sais, c'était l'époque
Je sais pas si tu te rappelles de ces bandes dessinées, Joe Bartim. Mais bien sûr, j'en ai derrière là. Voilà, voilà. Donc c'était cette époque-là et en fait mon beau-père et ses potes qui sont devenus mes tontons, hein, Ouais. c'était Joe Bartim. C'était vraiment ça. Mais les mecs, même si Joe Bartim n'existait pas, on aurait pu le faire la BD sur eux, quoi. C'était assez impressionnant. Et j'ai grandi là-dedans. Et ils m'ont forcément, je me suis retrouvé sur une Piwi assez rapidement. Donc la première, un petit peu de tout le monde, la Piwi 50, quoi. Puis voilà, alors ça faisait le contraste parce que ma mère était anti-moto totalement, institutrice, tu vois. Ouais. Et le truc qui était drôle, c'est que un jour j'ai eu une motocross, alors un peu plus grande, parce que évidemment je grandissais. Et je l'ai essayé le jour de mon anniversaire, quand on me l'a offert, avec tous les copains du beau-père et tous les potes, quoi, la bande de Joe Bartim, là, dans la cour de l'école, parce qu'on habitait dans l'école, forcément. Ok. Voilà, donc en fait, le dimanche, dans la cour de l'école, moi, je faisais de la moto. C'était assez cool. Oui, Et puis voilà, j'ai grandi là-dedans, au milieu de tout ça, quoi. Et forcément, ouais. c'était inévitable que je fasse de la moto. Alors, j'ai d'abord fait du motocross. J'avais quand même des bases, si tu veux, mon beau-père, son délire, c'était de nous doubler avec ma maman quand on était sur la route. Il nous doublait sur les chaussures à côté de la moto ou des trucs comme ça. Ah oui, déjà. Voilà. Ok. À l'époque, tu vois, c'était l'époque où les mecs ils plantaient des stoppies à 200 et ça choquait personne. Enfin, c'était un peu ça. Et j'ai grandi au milieu de ça, donc j'ai fini par me retrouver à 11-12 ans, je crois, à Pertuis, sur une ligne droite abandonnée au bord de la Durance. Et puis là, il y avait les premiers gars qui avaient les barres de stun, tu sais, derrière. Là, j'ai halluciné. T'étais au tout début du stunt français ou ça existait déjà depuis quelques années? Alors, non, ça existait depuis même bien longtemps parce que je me suis retrouvé à rouler avec des mecs qui étaient en poster dans ma chambre quand j'étais gamin. Ok. Donc, ça, c'était très cool d'ailleurs. Ouais, j'avoue. Et ouais, non, ça existait depuis bien longtemps. Il y avait des gars comme Freddy Prieto qui était là, mais 1000 ans avant nous. Alain Bourg qui était un précurseur aussi. Ils étaient souvent beaucoup dans la cascade en fait. Ouais. C'était un petit peu la base du stunt en France. Je pense que c'était beaucoup la cascade. Et nous, ça a été la génération d'après où on a vu du stunt sur YouTube. Enfin, même pas de YouTube, c'était d'ailleurs Dailymotion à l'époque. Dailymotion, ouais. Voilà. Et puis en fait, on voyait, c'était les ricains qui avaient vraiment lancé le truc en mode discipline, entre guillemets. Ouais. Et plus en mode street, quoi. Ouais, plus en mode street, plus en mode un peu plus technique. C'est vrai que les gars d'avant, c'était vraiment celui qui allait le plus vite en wheeling, des trucs comme ça, les wheelings à l'envers et tout. Et nous, c'est devenu technique, ça a commencé à faire du lent. Moi, la première fois que j'ai vu un mec tourner en rond sur la roue arrière, je me suis dit, attends, je comprends pas, là. Il se passe un truc que je comprends pas. Ok. Donc, j'ai grandi dans ça, et puis après, ça a été logique, en fait, finalement. Est-ce que tu as eu des deux roues, des scooters, des mobylettes, des 50 à boîte quand tu étais jeune, pour aller au lycée, au collège? Alors, j'avais interdiction totale de rouler sur la route. D'accord. Chose que je comprenais quand même, parce que d'être entouré de beaucoup de motards, beaucoup, forcément, on sait ce que c'est, il y avait des drames. Hein. De tout petit, je les ai pas vus, si tu veux, mais voilà, tu vois ce qui se passe, tu comprends, et donc je comprenais vraiment ça. L'argument, c'était, mon beau-père, c'était de me faire du motocross pour que je sache bien gérer une moto pour pouvoir être plus à l'aise sur la route. Mais du côté de ma mère, c'était pas la même vision des choses, et elle voulait pas que je roule sur la route. Alors évidemment, j'ai skié, il y a un été où je me suis payé de moto en scred total. Je me suis acheté une 50 à boîte, une Aprilia RS. Bien. Puis il y a eu une espèce de petite panne et en fait je me suis fait choper. Bon, elle a grillé que j'avais de moto et elle s'est retrouvée au garage et ma mère en fait a appelé le garage et lui a demandé de pas la réparer. En fait, elle est restée 3 mois et moi je pétais un plomb sur le garage. Enfin voilà, c'était tout un truc un peu drôle. Mais non, j'ai eu très peu de motos de route en fait. Mais voilà, j'ai eu une 50 à boîte, ça a fini par passer pour aller au lycée. Ok. T'as fait quoi comme parcours scolaire? Waouh, ça va pas être long. J'ai le brevet des collèges. C'est déjà bien parce que moi je l'ai pas. Voilà. Donc, bon. C'est pas mal, je l'avais avant d'y aller, tu vois, je suis allé mettre la date, quoi. Donc Ok. ça c'était, voilà, je me suis dit que ça allait être bien. En fait, je l'ai eu, tu sais qu'en plus, attends, je reviens sur ce que je disais avant, c'est que j'ai eu le brevet des collèges parce que ma mère m'a dit, je t'achète une 50 si t'as le brevet. Ah, la belle motivation. Donc j'ai eu le brevet, mais facile, et j'ai pas eu la 50. Ah merde.
Voilà. Et alors, c'est pas à cause de ça, mais après, la suite, bon, bah, je me suis retrouvé au lycée, la seconde, j'étais, franchement, moi, j'avais qu'une envie, c'était faire de la moto. Le reste m'intéressait pas vraiment. L'école, c'était pas trop mon truc, dans le sens où j'avais des bonnes notes, mais j'étais assez insupportable, en fait. Je m'ennuyais pas mal. Et je vivais pas trop ça bien. Donc, beaucoup dans mon coin. Et puis, au bout d'un moment, quand vraiment je tournais en rond, je devenais chiant. Ça n'a pas changé, hein. Donc ouais, ça se passait pas super bien, mais j'ai quand même des bons souvenirs. Puis à partir de la seconde, j'ai un peu lâché l'affaire. Alors ils ont tout tenté, hein. Ils ont essayé de me faire des tonnes de trucs, un BEP vente, du général, du scientifique. Le scientifique, j'aimais bien, mais c'était trop long pour moi, en fait. Ouais, t'avais plus la patience, là. Non, non, en fait, et puis s'il y a un truc qui a décidé un peu les choses assez précipitamment, c'est qu'un jour, j'ai rencontré des forains, des voyageurs, Ouais. avec Jorian d'ailleurs, hein. On va en parler après je pense, mais avec mon pote Jorian, et en fait ils nous ont proposé de faire 2-3 spectacles pour des salons du tuning à l'époque. Eux ils organisaient les salons, et puis le patron Alexis faisait du 2 roues en voiture, des crashs et tout, et Ouais. c'était trop cool, mais on trouvait ça génial si tu veux. Carrément. De ouf. Et donc je me suis acheté un gros cube directement, à 17 ans, je suis allé à la casse, j'ai acheté un truc en RSV, quoi, en épave. Et puis on a commencé à en faire 3-4 avec eux. Et un jour, en fait, il m'a dit bah tiens, si tu veux venir avec nous, on part 6 mois en Espagne faire une tournée de spectacle. J'ai pas fini l'année de lycée. Tu t'es tiré. Je suis parti 2-3 jours après, je crois, ouais. Ok. Et puis voilà, je suis parti avec une 106 jean, avec l'échappement troué qui tournait à l'éthanol, et une caravane plaquée hollandaise qu'on m'avait donnée, que j'avais découpée pour rentrer la moto dedans, quoi. À l'arrache. Ah, complet, ouais, complet. Oh, génial, l'insouciance de la jeunesse. Ouais, bah tu sais, c'est le truc où tu dis, en fait, t'auras peut-être pas me proposer ça 2 fois. Ouais. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Hmm. Donc si je restais à l'école, j'allais pas y être avec de la bonne volonté. Et puis ouais, je me suis dit, ok, au pire, les études, ça peut se reprendre plus tard. J'étais intéressé, hein, j'aurais bien aimé faire des études et être un peu plus, je sais pas, peut-être un peu plus scientifique ou j'en sais rien. Mais j'avais pas la patience et j'avais trop envie de faire de la moto. Ok. Le début de cette aventure, ça a commencé avec Jorian. Jorian, c'était quoi? C'était un pote d'enfance, un pote de collège, de lycée? Jorian, on s'est rencontrés super jeunes, mais on était déjà dans le stunt, on va dire. Ok. C'était un peu les tout débuts du stunt en France, le RSS, Rassemblement des Stunteurs du Sud à Albi, 1, 2, 3. Il y avait des rassemblements qui sont devenus mythiques dans le stunt français, à Bordeaux notamment. Et on s'est rencontrés comme ça, à force de se croiser. En fait, on se connaissait tous à l'époque, c'était assez génial. On se connaissait tous d'un forum qui s'appelait... À l'époque, tu avais les forums, il n'y avait pas Facebook, hein. Ouais, clairement. C'était Crazy Moto. Voilà, Ok. C'était le forum Crazy Moto. Et on organisait les rassemblements, machin, et on se rencontrait, et puis on se connaissait tous. Et bah ouais, en fait, Jorian, c'est lui qui a rencontré en premier Alexis, donc les cascadeurs, les forains, qui sont devenus nos amis, sur le parking de Leclerc à Limoux. Et il leur a parlé de moi la semaine d'après pour le deuxième spectacle. Et puis ça s'est enchaîné comme ça. On se connaissait bien déjà, et puis on passait toujours des bons moments. Enfin, on se connaissait un petit peu tous. Donc... Ouais, il t'a fait une belle passe D, là. Il m'a fait une passe D, et puis ça nous a fait faire des trucs assez drôles quand même. Ouais, j'avoue. On a passé des bons moments. Parti pour 6 mois en Espagne avec des forains pour... je pense qu'il a dû se passer quand même 2-3 trucs sympas. Des dingueries, vraiment. Sa spécialité, c'était de faire du 2 roues. Donc moi, il m'a appris à m'accrocher sur le toit pendant qu'il était en 2 roues. Après, il m'a fait sortir par la porte pour me tenir debout, machin. Et puis ça s'est enchaîné, c'était de plus en plus chaud. Au bout d'un moment, ils m'ont sanglé sur le capot d'une BM pour traverser une palissade en feu avec un casque Carrefour et un blouson en cuir des pompiers des années 60. Oh merde. Ouais. Ça se passe toujours bien, sauf le jour où ça se passe mal, hein, mais... Ouais, j'avoue. Ah, mais c'est bien, dans le coup, vous avez vachement appris, je pense. Ça a été une période ultra intensive, et vous avez dû vachement progresser à cette époque-là. C'est ça. En fait, t'es obligé déjà de t'adapter au terrain. Ça, c'était un truc où on roulait des fois. J'ai fait des spectacles de stunt sur de la terre. Ah ouais. Ouais, sur de l'herbe, sur de la terre. Il fallait lever la moto à l'avance et puis faire ce que je pouvais, quoi. Et puis t'as tout le côté monter les gradins, se déplacer d'un endroit à l'autre. Et
faut assurer, même selon les conditions qui sont pourries, même s'il y a 4 personnes ou 500. C'est des gens qui ont payé leur spectacle. Et vraiment, on a beaucoup appris en fait avec eux. Parce que c'est des gens qui font ça depuis des générations en fait. Ouais, clairement. Ils ont une expérience, ils ont un savoir-faire qui était incroyable pour nous. Et j'ai appris de fou avec eux. Bon, génial. À l'issue de ces 6 mois, vous aviez quel âge là? 18 ans? Ouais, tout pile. Hein. Tout pile. Peut-être même un peu moins, mais il y a prescription. Mais peut-être même un peu moins. Ça doit être sympa niveau stress pour la maman de devoir partir avec des fous furieux en Espagne pour aller faire les cons avec des bécanes et des voitures. Ouais, alors le pire, c'est qu'en plus, je crois que je lui ai pas dit tout de suite. Tu lui as dit que tu avais quitté quand même le lycée? Non, mais je crois que je lui ai dit, je pars une semaine en fait, parce que je n'osais pas lui dire. Ouais. Et c'est au bout de 2-3 semaines que je lui ai dit, en fait, je rentre pas tout de suite, quoi. Je suis en Espagne et je fais des spectacles de moto. J'avais pas du tout assumé. Ouais. Mais bon, dans ma tête, je me suis dit, ça lui fera des vacances, quoi. Ouais. À l'issue de ces 6 mois, donc première expérience professionnelle finalement, là pour le coup, vous étiez payé. En tout cas, vous étiez dédommagé. Non, on était payé, on n'était pas payé beaucoup, mais on était nourris, logés, tu vois. Ouais, il fallait pas grand-chose. Mais bon, à peine 18 ans, vous viviez déjà de votre passion. Ça, c'est fou. C'est ça, exactement, ouais. Alors ouais, bon, on dormait dans une espèce de KGB de fond d'une semi. Ouais, normal. Et voilà, mais en fait, on avait besoin de rien de plus. Hein. Ouais, clairement. Quand t'as la passion, que tu kiffes avec des potes, bon, c'est génial. La suite, vous avez fait quoi? Alors la suite, je reviens sur un truc, c'est parce qu'en fait, c'est que Jorian n'était pas là pendant les 6 mois en Espagne. Ah, ok. C'était Raph. Alors Raph, on était un peu tous les trois très souvent ensemble, ouais. Ok. Et Raph était un gars qui faisait du stunt aussi à l'époque avec nous, ouais. Et D'accord. ils avaient fondé tous les deux Stunt Forever, quelques temps avant, qui a un peu marqué aussi l'histoire, le début en tout cas des années 2000 du stunt français. Et donc après, on est rentré de ces 6 mois. Alors là, c'est retour à la réalité un peu. Hein. Ouais, j'imagine. Parce que c'était génial, mais faut continuer à faire des spectacles si on veut gagner notre vie ou trouver un taf. Alors, moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec tout ce qui est salariat, par exemple. Je me lasse très très vite, on va dire. Ouais. Et nous, on avait envie, en fait, on voulait vraiment faire de la moto, quoi. Donc, on a trouvé le plus de spectacles possible. On en a fait quelques-uns avec une structure qui existait déjà, qui s'appelait Ultimate Burning à l'époque. Il faudra dédicace à José s'il regarde ça, parce que c'est vraiment un vieux de la vieille. Et en fait, déjà en Espagne, on avait dit, mais si on montait une marque de fringues. Ouais. C'était les débuts d'Internet et tout, puis on s'est dit, on va essayer de vendre des fringues. Et puis le nom Switch était venu dans une discussion de fond de caravane sur un parking à côté de Barcelone. On avait fait un logo qui était absolument immonde, qui était un espèce d'astérisque mais avec des taches de peinture que je devrais pouvoir te retrouver. Et puis on avait décidé de faire des fringues, quoi. Donc on avait imprimé quelques t-shirts et tout, mais bon, évidemment ça c'est pas ça qui nous faisait manger. Et puis voilà, on a essayé un petit peu toutes les solutions possibles. On faisait des spectacles, on essayait d'en faire le plus possible. C'est vrai que ça commençait un petit peu à payer. Mais c'était déjà acté que votre avenir, ça allait être le stunt, votre avenir professionnel. Votre envie, c'était de faire des spectacles, de faire des shows. On n'avait vraiment aucune autre ambition, parce que celle-là, elle était beaucoup trop grande, en fait. Ouais. Non, mais c'était une passion, mais c'était absolument chaque minute de notre vie, à cette époque-là, c'était le stunt. Et je ne sais pas ce qu'on serait devenu s'il n'y avait pas eu le stunt. On s'est souvent posé cette question, d'ailleurs. Ah ouais, quand tu as une passion dévorante comme ça, je vois très bien de quoi tu parles. Mais bon, c'est bien, dans le coup, ça vous a permis d'avoir un cap, une direction. Et ça vous a permis de créer des opportunités aussi. Ouais, on s'est construit un petit peu avec ça. Et puis, après, peu importe ce que c'est, ça aurait pu être du curling sur gazon, du ping-pong, n'importe quoi. On a rencontré énormément de gens, en fait, grâce à ça. Ouais. Dans une espèce de dynamique d'un truc qui est nouveau, où tous les mecs qu'on rencontre, ils sont ultra passionnés comme nous. Puis t'as l'insouciance aussi des 20 ans
Et c'est ça aussi qui a fait que ça a poussé si fort, à mon avis, à ce moment-là. Ouais. À cette époque-là, vous créez Switch Rider? Ouais, je sais même pas s'il y a une date exacte de création en soi. Ça s'est créé vraiment à la fin de notre séjour en Espagne, en fait. Ouais, ok. Voilà. Les vidéos ont commencé à arriver à partir de quand? Alors, pour te dire, mon premier montage vidéo, et ça, je le retrouverai jamais, c'est sûr. Mon premier montage vidéo, c'est on faisait du stunt en VTT et on avait 14 ans. Voilà. Ok. Et la première vidéo de stunt, la première vraie vidéo, on va dire, que j'ai faite, c'était, je pense, en 2005 ou 2006. C'était même pas moi qui roulais, j'étais allé voir les gars de Acrobatex aussi, c'est des anciens du stunt français, qui roulaient sur cette fameuse ligne droite à Pertuis, là. Ouais. Et après, celle-là s'est retrouvée sur Dailymotion. C'est la première vidéo que j'ai postée sur Dailymotion. Ouais, commencé par Dailymotion. Et nous, on a commencé, à l'époque, Dailymotion, c'était le truc vidéo, quoi. Ouais, je me rappelle. Et YouTube n'existait même pas, il me semble. Et puis, on a commencé à faire, moi j'ai toujours kiffé faire des images, faire du montage et tout, avec Movie Maker, après avec Sony Vegas, qui était une saloperie infinie. Horrible. Ouais, qui était horrible. Et les premières vidéos Switch, pouah, ça doit être 2007. Il y a eu, entre-temps, il y a eu plein de trucs. Hein. Il y a eu une histoire un truc qui s'appelait Team Viper. Ouais, c'était la belle époque. Hein. Ouais. Et les premières vidéos, ouais, c'est ça. C'est les premières vidéos Switch, ça doit être 2007-2008 sur Daily. Ouais. J'ai noté la création de la chaîne YouTube 2009. Ah ouais, si vieux que ça. Ouais. Ah ouais. La vache. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, ça, putain. Ça met une tarte, hein, quand même. ça met une petite claque quand même, ouais, ça c'est clair. Donc j'ai regardé les premières vidéos, bah c'est marrant quoi. Vous étiez jeune et beau et vaillant quoi. Mais Mais si tu veux, c'était super différent cette époque-là parce que tu vois, il y a un vrai contraste entre le début et la période qui est après 2015-2016 où le reste commence un peu. C'est que à l'époque, tu faisais une vidéo, c'est-à-dire que tu filmais pendant quelques jours. Et puis tu passais 2 semaines sur un montage de 3 minutes, 4 minutes. Et tu faisais une vidéo, voilà, c'était avec du montage, avec de la musique, avec un truc un peu percutant. C'était vraiment l'inverse de ce qu'on voit maintenant avec les vlogs, on parlait pas à la caméra. Genre, quand il a fallu commencer à parler à la caméra, les premiers qu'on a vu faire ça, on les a limite insultés, quoi. Je me souviens, pareil, j'ai le même âge que toi, donc j'ai grandi aussi, j'ai évolué avec YouTube. Et je vois bien les premières vidéos YouTube, c'est vrai que ça s'inspirait des films, quoi. Fallait faire un film, fallait faire un truc effectivement percutant, fallait un beau son. C'était incroyable, quoi. C'était vraiment à l'époque où ouais, il n'y avait pas les vlogs. Et je me rappelle le tout début, effectivement, quand on a commencé à voir des gens parler facecam, tu te disais c'est chelou, quoi. Comme l'ère des selfies. Tu vois, c'était trop chelou. Ouais, tu te dis, mais merde, mais pourquoi tu te prends en photo? Ça sert à rien. Et maintenant, genre, c'est ancré. J'inverse un peu les rôles. Mais ça te manque pas à cette époque des belles vidéos, un peu pas très longues, mais où tu vois que le mec s'était impliqué, où il y avait une inspi et où ça racontait une espèce d'histoire? Moi, clairement, j'ai kiffé cette période-là. Moi, j'ai des souvenirs de vidéos de fou. Effectivement, tu prenais du contenu, mais c'était pas personnalisé dans le sens où, tu sais, tu parlais pas de la personne. La personne te proposait du contenu, mais tu savais pas qui était cette personne. Tu sais, il y avait un côté un peu mystique à tout ça. Et effectivement, ouais, moi, je kiffais cette période. Tout était plus simple, il y avait beaucoup moins de contenu et c'était plus facile à suivre. Oui, maintenant c'est différent. Ça, c'est clair que c'est vraiment différent. Et pour le coup, ouais... Tu fais du contenu léché, tu fais des grosses prods, t'as 5000 vues et tu proposes un vlog face cam dans ton atelier où tu dis que t'as clashé la boiserie et tu fais 50 000 vues, quoi. Mais c'est ça, ça fait mal, quoi. C'est ça. Mais souvent, moi, je me dis, putain, les vidéos qu'on fait aujourd'hui, j'avoue, moi, je les regarderai même pas, en fait. Ouais, j'avoue. Mais par contre, en fait, si, parce que je regarde les vidéos des autres quand même. Donc, pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, j'avoue. Mais... En fait, ouais, t'avais... Au début de YouTube, tu pouvais faire un banger assez facilement à partir du moment où tu avais l'ambition de sortir du lot. Et ça, c'était fou. Je me rappelle les premières vidéos de drift moto. C'est du délire, quoi. C'est du délire. Ouais. Ça tapait des millions de vues. Ouais. Mais oui, mais c'était fou. Ça passait dans les médias. Tout le monde en parlait. C'était du délire, quoi. Tu vois ?
C'est maintenant, pour revenir sur la boiserie, il roule sur une M3 en feu avec son tank à 300 000. Enfin, oui, il fait des vues parce qu'il a une grosse commu, mais au bout d'une semaine, tout le monde a oublié. C'est pour ça, l'ère Red Bull, c'était incroyable. Les débuts de Red Bull, c'était fou. Alors que si il faisait la même chose, mais avec des images de fou, tu sais, un mini scénario et tout, franchement, un tank qui roule sur une BM en feu, c'est génial, tu vois, en termes d'image, c'est trop cool. Mais oui, de ouf, de ouf. Mais oui, et tu parlais de Red Bull, mais tu vois, ça me rappelle, tu vois, Danny McCaskill avec ses vélos, Ouais. tous ces trucs-là. C'était vraiment une époque où vraiment tu pouvais exprimer de la créativité différemment de... Là, aujourd'hui, tu as un petit peu l'obligation de te livrer personnellement et je comprends parce que ça permet aux gens de s'identifier aussi. Ouais, faut Mais personnifier mais le Jorian, contenu. Jorian a été précurseur dans les vlogs moto. Hein. Ouais, clairement. Et ça a cartonné dès le début. Le type a disparu. Mais lui, il fait ça à chaque fois. Ouais. Sa chaîne, elle a un truc. Et lui, il a un truc aussi parce que ça marche à chaque fois ce qu'il fait. Mais il a léché sa chaîne pendant des années, il me semble. Hein. Et il est revenu avec des vlogs. Et ça a cartonné. Parce que c'était un des premiers à les faire. Et ensuite, bah, tu as eu les Kikaninac, les 100% bitume et tout. Mais il a été vachement précurseur là-dedans et il a bien senti le truc. Hein. Ouais, j'avoue. Ça me manque un peu les vidéos de Jorian. C'est vrai que c'était ouf. Là où il était très fort, c'est que c'est pas quelqu'un de... En tout cas, à la caméra, moi je le connais pas. C'est pas quelqu'un qui semble clivant. C'est pas quelqu'un, tu sais, où soit tu le détestes, soit tu l'aimes. Je pense que quand tu le regardes à la cam, il convient à tout le monde. Il est gentil, il a le sourire, il fait des petites vidéos léchées. C'est quand même un des premiers à faire des vlogs avec des beaux montages vidéo, des belles transitions, une belle lumière. Parce qu'il n'a pas pu s'y résoudre. Ouais, non, mais c'était... Il n'a pas pu se résoudre à faire du Pacali, quoi. Ouais, mais en fait, c'est ça qui faisait sa patte, en fait. Et on voit hein, les gens qui se sont inspirés de lui, notamment Kikaninac et tout ça, ils ont pris cette patte-là. Et c'était très, très sympa, très intéressant. Enfin, moi, j'adorais, quoi, vraiment. Puis du jour au lendemain, poup, disparu. Bon, on y reviendra peut-être en fin de vidéo. Ok, donc pour avancer un petit peu, vous faites quelques petits events en France, quelques petits shows de stunt. La suite, comment vous faites pour évoluer? Parce qu'au bout d'un moment, faut essayer de step up, passer un cap. Au niveau pognon, au bout d'un moment, je pense que vous devez commencer à trouver certaines limites. Comment vous faites pour évoluer? Bah voilà, on essaye de pousser le plus possible, de faire le plus de shows possible, parce que c'est ça qui nous paye à ce moment-là. Ouais. Effectivement, ça suffit pas toujours. Donc bon, voilà, on essaye de trouver des petites combines, quoi. Hein. Ouais. Tu peux nous expliquer cette combine? Livre-toi, Jérémy, livre-toi. Ah, je vois où tu vas en venir. Ouais. Tu t'es un peu trop renseigné quand même, non? Désolé. En fait, on a trouvé une espèce de petite pirouette, on va dire. On a été même un peu précurseur en fait à l'époque finalement, puisqu'on a inventé le dropshipping. Ouais, c'est carrément. Concrètement. Mais c'est carrément ça en vrai. Mais c'est vrai, c'est énorme. Donc bah voilà, on avait donc sur MSN à l'époque, on avait un contact qui s'appelait Ping et bah, Ping, on lui achetait des trucs de contrefaçon en fait, genre des écharpes Burberry. Des ceintures Louis Vuitton, non mais on a vendu des baskets Chanel, ça n'existe même pas. Ah, c'est vraiment en mode en fait, marché quoi. Ouais, et puis on a fait un site internet et puis on a fait même deux, il y avait un site de vente en gros, tu pouvais acheter par 10, 20, 50. Ah, les écharpes Burberry, tu avais un certificat d'authenticité et tout, hein. C'était une dinguerie. Et un site de vente au détail. Ouais. Et en fait ça partait, quand il y avait une commande... Bah, nous, on payait notre ami Ping, ouais. Évidemment moins cher que ce qu'on vendait le truc, et puis, mais sur PayPal, quoi, vraiment, on était des gamins, tu vois, ouais, même pas... on s'est dit ça passe, on s'est dit ça va passer, tu vois. Ouais, même pas conscience que vous faisiez quelque chose. Bah si, je pense que vous étiez conscient que c'était pas légal, si. Mais alors, on était tout à fait conscients, okay. Et on a toujours dit, de toute façon, on va forcément se faire choper un jour. Et on s'était dit, le jour où ça arrive, de toute façon, on va pas nier, et puis on dira, bon bah oui, c'est nous, et puis voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, en fait. Ouais. Voilà. Désolé. Et puis voilà, et donc ça partait directement chez le client, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il y a un moment, il y a les gars qui vendaient des écharpes Burberry en dessous de la Tour Eiffel. Pendant cette période-là, il y en a peut-être pas mal qui étaient à nous. Ouais. Fantastique. Et puis évidemment, on s'est fait choper. Hein. Ouais, bah c'est comme ça, c'est les erreurs de jeunesse. C'était très drôle parce que les policiers qui sont venus, tu sais, quand tu habites à Avignon
et qu'on tape à ta porte à 6h du mat et qu'on te dit police judiciaire de Nanterre, là tu dis ouais. Là ça rigole pas du tout. J'ai dû faire une dinguerie. Ouais, bon après on savait. Ouais. On savait. On avait arrêté en plus à ce moment-là. Ok. On avait arrêté, mais en fait ils s'attendaient pas du tout. Pourtant, bon voilà, forcément c'est la police quoi. Donc ils nous ont suivis, nous ont écoutés, surveillés. Pendant quelques temps, vers la fin, on se disait c'est bizarre quand même qu'on nous bloque pas notre compte PayPal quoi. Donc on savait un petit peu, on savait que voilà. Mais même eux, en nous ayant surveillés entre guillemets, ils s'attendaient à trouver un réseau quoi, pas 2 enfants, parce qu'on était des gosses quoi. Ils ont trouvé 2 enfants. Donc quand ils sont venus nous arrêter, ils ont un peu halluciné, ils se sont demandé ce qu'on cachait et tout. Ils ont pris les ordis, ils ont tout fouillé. Mais nous on était là, on leur disait mais tenez, en fait, on leur donnait carrément le truc quoi. Et comme on avait dit, on mentira pas et puis voilà. Et on a tout dit, on a tout dit quoi, on a tout expliqué et ils étaient ils étaient super étonnés. On s'est vraiment pris en sympathie, ils sont devenus très très gentils avec nous. Oui. Parce qu'on a été coopératifs aussi, hein, mais ils ont un peu halluciné. Ils nous ont dit, mais on pensait pas tomber du tout sur des enfants en fait. Ouais, sur des gosses. Vous êtes des gosses, voilà. Et je pense que ça a vachement joué aussi, parce qu'on s'en est très bien sortis. Hein. Ouais. Très très bien sorti. Ouais, on a fait des travaux d'intérêt général. Oui, voilà, j'ai dit quand même, vous êtes bien sorti, vous avez quand même pris cher. Hein. Non, mais bah non, attends, franchement. Bon, le maximum, je crois, c'est 200 heures de travaux d'intérêt un été, concrètement. Oui, bon, vous avez tué personne non plus, faut pas déconner. Vous avez quand même payé des belles amendes, vous avez fait des travaux d'intérêt généraux, ils vont pas vous pendre pour ça, faut pas déconner non plus, quoi. Alors, la loi a changé juste après. Ok. Et je pense qu'on a pas mal... on n'y est pas pour rien. Parce que, quand même, on s'est quand même retrouvé au tribunal correctionnel de Paris. Donc déjà, c'est rien que dans le mot correctionnel, ça t'entend la fessée. Hein. Ah ouais. Avec 7 avocats de Gucci, Louis Vuitton, machin. Et nous, les deux, on est arrivés sans avocat. On a dit, mais on va se faire défoncer en fait. Donc, et les lois ont changé juste après. Hein. Ouais. Ouais. Maintenant, c'est un truc genre 5 ans ferme, un truc, c'est une dinguerie. Ouais. Ah putain. Ok. Ouais. Donc, mais bon, voilà, c'est. Bah, ça, il y a prescription si tu veux, mais ça nous a permis de. Et notre avocate à l'époque en a parlé, si tu veux, ça nous a permis de. Tout l'argent qu'on a gagné, c'était pour faire de la moto en fait. Ouais. Et on a tout dépensé. Quand ils nous ont chopés, on faisait les courses avec 70 € par mois. Hein. Ouais. Et ils vous ont pas saisi les bécanes et tout? Non, parce que les bécanes qu'on avait achetées avec cet argent-là, je sais même pas si on les avait encore à ce moment-là. C'est arrivé vraiment genre 1 an et demi après, hein, je crois. Hein. Ouais. Et de toute façon, on était le moment où ils sont venus nous cueillir, on était là, c'était une période où on avait des périodes où on était bien et des périodes où on était très pauvres. Ouais. C'est normal. C'est c'est la vie d'artiste. Mais et à ce moment-là, on était vraiment très pauvres. Et t'habitais avec Jorian là? On habitait pas ensemble, on habitait tous les deux à Avignon. Il y a un moment, on habitait ensemble et je sais plus si c'était là. C'était juste avant qu'on habitait ensemble. Ouais. On a même habité ensemble chez ma mère à un moment, la pauvre. Ah oui. Là. Ouais. Oh, l'aventure. C'est l'époque où on organisait aussi ce qu'on appelait le Summer Switch Break. Ça arrive un peu plus tard, mais c'était aussi chez... En fait, ma mère partait 2 semaines par an en vacances, en été. Et moi, j'organisais un espèce de spring break de stunter, quoi. Dans son jardin. mais ouais, on était une centaine. Ah, carrément, d'accord. Ça faisait du stunt dans le garage. Il y a des mecs qui... Il y en avait un, Mathieu, qui s'était pété les talons parce qu'il a sauté du toit du garage dans une piscine pour enfants. Oh là là. On faisait des concours de lancer de scooter dans le mur, des ventriglisses, il y avait des cracheurs de feu. On découpait des bagnoles pour faire des piscines aussi. Oh merde. Voilà, ah, oui. Donc ouais, on était vraiment insouciants. Hein. Ouais, j'avoue. Incroyable, incroyable. Jorian a jamais participé à tes vidéos YouTube, en tout cas à la chaîne Switch Rider? Alors non. On en avait fait quelques-unes avant, mais non. Alors après, si tu veux, il y a Jorian a explosé d'un coup sur une vidéo, la première vidéo de Drift Moto, au final, qu'il y a eu sur YouTube. Ça l'a fait exploser vraiment fort. Juste derrière, il y a Michael Pollack qui l'a contacté pour faire un DVD, qui était Untouchable, si je me rappelle bien. Michael Pollack, c'était le mec qui faisait les meilleurs DVD de stunt à l'époque, qui avait travaillé qu'avec des ricains, et là, il était venu chercher le petit français, si tu veux. Ouais. Jorian avait un niveau, il a toujours eu, d'ailleurs, c'était inné, c'était insupportable. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a toujours été très fort sans s'entraîner.
Bon, après, il avait fait de la gym, il était petit, je te jure qu'en moto, c'est quand même bien. Ouais. Mais non, il n'y a pas que ça, on va pas se mentir, c'était inné, il a toujours été Du talent, quoi. bien plus fort que tout le monde. Ouais, il est un talent de fou. Et si tu veux, c'est un moment où, comment dire, dans ce cas-là, tu as plusieurs choix. Soit tu essayes d'emmener tout le monde avec toi, Ouais. et c'est très casse-gueule. Hmm. Soit tu fonces parce que cette occasion-là, tu l'as pas 10 fois. Et c'est ce qu'a fait Jorian, et c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Il n'y avait pas de problème avec ça, si tu veux. Ok. Ça n'empêche pas que tu vois, dans le DVD, tu me vois quelques fois. Ouais. Sur le tournage, j'étais assez souvent là et tout. Il y a pas de souci, si tu veux. Mais Mais il s'est focus sur lui, quoi. Il s'est concentré sur. ça s'est fait naturellement, Ouais. si tu veux. Il n'y a même pas eu une décision de choses comme ça, quoi. Ça s'est fait un peu naturellement. Après, bon, et voilà, on avait à ce moment-là peut-être un peu plus de la vingtaine. C'est là où tu commences à avoir. On était tout le temps ensemble, on était tout le temps en train de faire plein de trucs ensemble. Et c'est là où il commençait à y avoir des trucs, des embrouilles de meufs, des trucs comme ça, si tu veux. Ouais. Mais c'était rien. La moindre petite embrouille durait quelques temps, mais, Ouais. mais c'est pas ça qui a fait ça. C'est vraiment que ça s'est fait tout seul et qu'il a explosé si fort d'un coup que c'était naturel, en fait. Ok. À l'époque, pour les débuts de YouTube, est-ce qu'on monétisait déjà? Je m'en souviens pas. Non, on monétisait pas. Quand on a commencé à monétiser, moi, j'ai pas voulu. Ah ouais? Ouais, moi je voulais pas monétiser parce que monétiser, pour moi c'était, pour moi je faisais les vidéos que je faisais, c'était vraiment, je trouvais pas que c'était quelque chose qui devait rapporter de l'argent en fait. Pour moi c'était vraiment ce qui faisait qu'on aimait ce qu'on faisait, c'était une façon d'exprimer aussi de la créativité, etc. Et puis ça nous permettait de trouver des sponsors, Ah, quand même. ça nous permettait de trouver des spectacles, ouais. Mais c'était pas des sponsors comme à l'époque où tu parles de Car Vertical dans VPN, je sais pas quoi, en début de vidéo. C'était des sponsors qu'on avait pour au moins l'année. Et enfin, de cette époque-là, d'ailleurs, il y en a qui sont encore là. Hein. Il y a Shark, etc. C'était des trucs sur le long terme. En fait, ces vidéos-là nous permettaient de faire des vues, de faire de la visibilité. C'est ça qui nous permettait d'avoir des sponsors. Pour moi, je préférais cette façon indirecte là. Et je préférais donner aux gens quelque chose de, entre guillemets, de toujours gratuit. Ouais. Parce que quand c'est monétisé, il y a forcément de la pub. Et j'ai mis des années, je crois que j'ai commencé à activer la monétisation sur YouTube en 2017. Ah ouais, c'est tard. Ou 2016, je sais plus. Mais vraiment, j'étais pas d'accord avec ça. Et ça me permettait aussi d'utiliser les musiques que je voulais. Ah, ok. Et comme on faisait des vidéos qui étaient forcément avec de la musique, et que le son pour moi était, dans ces vidéos un petit peu léchées qu'on faisait à l'époque, le son pour moi c'était ce qui faisait au moins la moitié d'une vidéo. Ouais, c'était déterminant, quoi. Je voulais garder cette liberté-là. Et comme c'est exactement, enfin, faire des vidéos, c'était à l'époque, et ça y est toujours, hein, je faisais ça pour ça en fait. Tout ce que je le faisais pour faire des vidéos. Et donc je voulais pas gâcher mon kiff en mettant des musiques qui me plaisaient pas un peu, parce qu'à l'époque les musiques libres de droit c'était toutes pétées. Clairement. Donc non, je voulais garder la liberté un petit peu de ça. Ok. Autre époque marquante de ta vie, le début du drift, Jérémy. Moi, j'ai noté début du drift en 2016. Alors, très exactement, début du drift fin 2015, en fait. Ouais. Où mon pote GG, à l'époque, qui faisait du stunt avec moi, m'envoie une annonce. Donc j'habitais déjà à Montélimar parce que je travaillais au marketing chez Freegun à ce moment-là. Donc j'avais été recruté par mon sponsor. Mais je me rappelle de cette... Oui, je me rappelle de ça. Ok, Ouais. ah, génial. Ah bah aussi, ils s'en rappellent, hein, je peux te dire. Je faisais de la dirt dans les bureaux et je leur tirais dessus avec les nerfs. Et ça n'a pas changé parce que regarde. J'ai toujours des nerfs plein les bureaux. Tu vois ? Énorme. C'est génial. Énorme. Donc Ouais, il s'en rappelle pas mal, ouais. Et en fait, il m'envoie une annonce d'une 325i E36 à 400 € à côté de chez moi. Donc je contacte le gars, je vais la voir. Et de toute façon, en vrai, j'avais que 200 €. Et en fait, la vitre est cassée, elle est garée sur ce parking depuis longtemps. Je vois sa femme qui l'attend dans la voiture avec un bébé dans les bras et qui le regarde de travers. Lui qui n'avait pas très envie de vendre sa BM. Et il s'était fait casser la voiture, en fait, il payait l'assurance pour rien, enfin voilà. Et puis je lui ai dit, écoute, j'ai que 200 € en fait. Donc soit tu me laisses à 200 €, soit c'est mort. Et puis il est parti voir sa femme, il s'est un peu fait engueuler, puis il est revenu, il m'a dit bon bah d'accord.
Et j'ai acheté ma E36 comme ça. C'est ce que Tu, ça valait à tu te l'époque. rends Hein. compte Ouais, bah, j'allais le dire. Tu te rends compte que maintenant, ça vaut 8000 balles, hein, la même. Hein. Tu sais que, en plus, il y avait une vitre cassée. À part ça, elle était vraiment propre, impeccable. Elle marchait trop bien. Bon, c'est ce que ça valait à ce moment-là. Ouais. Et puis, bon, bah voilà, j'ai appelé mon pote Aurelio. Et puis, je lui ai dit, t'as un poste à souder. L'après-midi même, on a soudé le pont. Et le lendemain, il pleuvait. Puis, le patron de Mistral Kart, Gérald, qui est un amour à Montélimar, m'a permis d'aller rouler avec ma E36 toute d'origine. Je crois qu'on avait jeté un baquet, un volant à l'arrache, et puis voilà. Et puis j'ai fait une vidéo ce jour-là, mais vraiment un truc pourri, quoi, tu vois, avec un mini scénario tout pété, et puis juste comme ça pour rigoler. Et la vidéo a fini chez la responsable marketing de Voodoo Ride, qui m'a contacté et qui m'a dit ça vous dirait de faire une saison de championnat de France de drift? Mais non. Ouais. Première vidéo, première voiture, première fois que tu driftes. Ouais. Après, la vidéo, elle vraiment fait pas mal de vues contre toute attente, hein, parce que c'était un truc un peu à la ridicule. Je dormais un peu comme un clochard dans un C15, puis je trouvais une BM, enfin c'était un peu, tu vois. On a fait ça pour rire, vraiment, et voilà, ça s'est passé comme ça. Et en fait, bon, on peut la raconter maintenant, la vraie histoire, mais normalement, j'ai pas le droit, je crois, de dire les montants des contrats, mais bon, c'est il y a longtemps. C'est bon, prescription. À l'époque, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, on peut vous donner 10 000 euros. Et en fait, quand tu es dans le stunt, moi, avec 5-6 000 euros, je te faisais une moto. Ouais. Et avec 4 000 euros, je la faisais rouler 4 ans, quoi. donc je me suis dit, putain, mais génial, je venais d'acheter une BM à 200 euros et je m'éclatais avec. Donc On je est me large. suis dit, avec 10 000. Et donc, je contacte Mike Kaufman, que j'avais fait sponsoriser par Freegun, parce que lui faisait du drift à l'époque. Un ancien, donc, lui. Hein. Ouais, un ancien, hein, qui était plutôt même très très bon au championnat de France et tout. Clairement. Et je lui dis, putain, Mike, c'était devenu un pote, parce que je l'avais fait rentrer chez Freegun. Comme je gérais le sponsoring, si tu veux, et que j'aimais le drift, ça s'était passé comme ça. On avait fait une PS13, sa PS13 était magnifique. Je m'en souviens. Il me dit, écoute, je viens d'acheter une S14, et puis vas-y, je te la vends. Et puis je crois que je lui ai négocié, mais 7005 ou un truc comme ça, si tu veux. Et moi, je me dis 7005. Plus, il y a une prépa à faire, faut changer l'arceau, faut la mettre aux normes et tout. Bon, je suis large. Il faut savoir que quand tu signes un contrat de sponsoring, si tu ne vas pas au bout, tu dois rembourser au prorata des courses que tu n'as pas fait. Pas toujours, mais dans ce contrat-là, c'était le cas. Après la première course, j'ai dû prendre un crédit pour finir la saison. Ah merde. Parce que je ne pouvais pas rembourser 5 courses, évidemment, j'avais plus du tout les thunes. J'ai dû faire un crédit. J'ai menti à ma banque à l'époque. Je leur ai dit que c'était pour acheter une voiture pour aller au travail. Et j'ai fait un crédit et j'ai fini de payer ce crédit une semaine après avoir remporté le championnat de France en 2021. Putain. Voilà. Ouais. Et je ne regrette pas du tout. Hein. Oui. Mais là, déjà, tu vois, après cette première course, je suis redescendu de 50 étages. Et c'est pas, tu vois, bon, je suis un peu superstitieux, mais voilà, pas tant que ça. Cette première course, je l'ai faite, on est parti à 3 avec Ben, qui était mon pote chez Freegun et avec qui je travaillais, donc mon sponsor aussi à la base, hein, et Arnaud, qui était mon seul pote mécano auto, qui était devenu un très bon ami, qui est aujourd'hui mon associé dans ce qu'on fait aujourd'hui là. Donc la boucle, c'est bouclé plusieurs fois en fait, à l'infini j'ai l'impression. C'est très rigolo. Une première saison de championnat, ça s'appelait déjà championnat de France de drift ? Ouais. Est-ce qu'il y avait pro et amateur au début ? Ouais, il y avait pro. En fait, il y a toujours eu cette espèce de pro élite qui était la même catégorie en fait. Ouais. Et loisir. Ok. Donc toi, t'as commencé comment ? En loisir ? Non, direct en pro. Direct en pro. Ok. Ouais. Et puis c'était un peu délicat parce que je suis arrivé. Non, il y avait pas. T'étais pas obligé de passer par le loisir à l'époque. Ah ouais ? Ok. Ouais. Il n'y avait pas de limite de pilote et tout. Et puis c'était la condition du sponsor, quoi. Puis tout, c'était vraiment bien goupillé. Enfin, en 15 jours, la voiture était prête. On a fait ça dans le garage d'Aurelio, à 10 dedans, à faire du 24/24. Enfin, c'était nimp. Le Prostic, le mec qui fait les décos dans le coin, qui accepte de me faire ça gratos parce que j'avais déjà plus une thune. Ouais. Ça, c'était tout bien goupillé, si tu veux. Et puis bon, voilà, après la première course arrive.
Moi, j'avais jamais fait vraiment de drift en voiture. La première fois que j'ai essayé une voiture de drift, c'était celle de Mike Hoffman, sa S13 jaune à Vatry un an avant. Et avant ça, j'avais fait que du Assetto Corsa. Par contre, avec mon pote GG, on s'était pris de passion pour Assetto Corsa. On avait acheté un G25 qui faisait plein de bruit et qui te cassait dans les mains. Je vois bien. J'avais déjà tapé 800 heures de drift sur Assetto, quoi. Ok. Et en fait, c'est là où j'ai compris que déjà, c'était très similaire au drift en moto. La technique, c'est exactement la même. Juste, tu as un paramètre en moins. Et c'est souvent celui qui fait mal en plus. Donc voilà. Et surtout, en fait, avec le simulateur, j'avais carrément appris à drifter, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, moi, je vais arriver au CFD et tout de suite, vas-y, ça va être la bagarre, quoi. J'étais trop chaud. Ouais. Bon, je suis arrivé avec des pneus que j'avais récupérés dans la benne de Noroto. Je me suis rendu compte qu'avec ça, tu faisais même pas un passage. Et puis panne sur panne sur panne, parce que les voitures, c'est pas des motos, en fait. Hein. Les voitures, vraiment, je vais être 100% cash, là. Par rapport aux motos, les voitures, c'est de la merde, mais c'est un truc de fou. Je suis d'accord avec toi. C'est un truc de fou. Une moto, ça tombe pas en panne, et c'est pas des trucs comme ça, quoi. Une voiture, déjà, quand tu achètes des pièces de bagnole, ça se monte jamais. Hein. Si tu fais ça à des motards, ils te cassent la tête. Hein. Non, mais c'est clair. Ça, là-dessus, tu as raison. C'est un enfer. Hein. Rien qu'en track day, tu fais track day 2 roues, track day 4 roues, tu as compris, quoi. C'est un enfer. C'est ça. Bon, après, voilà, tu déplaces... Tu vois, la mécanique, elle déplace pas le même poids, la même masse, tout ça. Donc, bon, voilà. Mais j'étais pas prêt à ça, si tu veux. Et ça a été une saison... putain, j'ai cassé, je crois, 3-4 SR20. Oh, quand tu vois le prix que ça coûte maintenant. Ouais. À l'époque, ça coûtait moins cher, mais ça coûtait quand même des sous. Hein. Mais j'ai toujours un peu de la chance, tu vois. J'étais tombé sur des gars qui étaient des amours et qui m'ont prêté un moteur pour finir ma saison. Enfin, t'avais cet esprit aussi dans le drift. Au début, je m'étais pas senti trop bien parce que en fait, je sortais de nulle part et c'était déjà une communauté qui était assez en place, que tout le monde se connaissait et tout. Moi, je débarquais de nulle part. En plus de ça, j'avais un des plus gros contrats de sponsoring du championnat alors que j'étais personne, que je roulais même pas. C'était pas très bien vu, on va dire. Là, je me souviens plus, mais tu l'as filmé cette saison-là? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est les premiers vlogs d'ailleurs, où je me sens très très con. Ouais. Et comment les gens des paddocks t'ont regardé quand ils t'ont vu te promener dans ton stand avec une caméra à la main? Super mal. Parce qu'à l'époque, c'était clairement, c'était pas bien vu, quoi. Ah, super mal, vraiment super mal. Et le truc, c'est que, alors, maintenant, je les en remercie, mais c'était mon partenaire principal qui avait fait la demande, expressément dans le contrat, que je fasse des vlogs sur ma chaîne YouTube. Et moi, j'étais pas d'accord, hein, vraiment. C'était quelque chose que j'aimais pas déjà. Donc, mais bon, voilà, c'était la condition, donc je le fais. Okay. Et ça, c'était ultra mal vu, mais je me faisais traiter d'un peu tout. Et puis de temps en temps, j'essayais d'expliquer en fait. J'essayais d'expliquer, je disais, mais... Enfin, on me reprochait, si tu veux, d'avoir un gros sponsor, entre guillemets, d'avoir un bon sponsor par rapport à ceux qui étaient des fois champions de France plein de fois et qui n'en avaient pas. Et j'essayais d'expliquer que c'est justement parce que je n'avais pas les moyens d'être là et que la seule chose que j'avais à vendre, entre guillemets, c'était de la visibilité, que j'étais obligé de faire ça et que quitte à le faire, autant le faire avec plaisir, quoi. Ouais, clairement. Et mais c'était ultra mal vu et vraiment ça a été jusqu'à 2019. Aussi tard que ça? Ouais, jusqu'à Si tu veux, après t'as des mecs qui ont commencé à se dire putain, mais je peux pas me l'encadrer celui-là, mais putain, il y arrive quand même, donc c'est que ça doit marcher, quoi. Et ils sont instantanément d'ailleurs devenus très sympas. T'en as d'autres qui pourraient te parler de ça, hein. Je pense à Jordan de PSR par exemple, qui en a pris plein la gueule, qui s'est fait défoncer et tout, et puis quand ça a commencé à marcher, là tout le monde est devenu un peu gentil. Bon, il continue à sacrément prendre plein la gueule quand même. Hein. Ouais, mais bon, écoute, après, chacun a ses torts un peu partout, peu importe, mais moi j'ai toujours vu quand même quelqu'un d'assez, d'assez, comment dire, c'est un mec qui est gentil et qui se prend pas pour ce qu'il est pas, si tu veux. Pour moi, ça m'a toujours beaucoup dérangé la façon dont il était traité, parce que si tu veux, j'ai un peu revécu ce que moi j'avais vécu aussi. Hein. C'est pas ultra facile à vivre. Alors moi j'étais solide parce que on avait déjà fait ça avec le stunt. On a connu le début des haters sur YouTube et c'était un divertissement à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'était quand même un sport
de mettre le commentaire le plus méchant sur YouTube pour avoir le plus de likes. Et il y avait des compilations, des vidéos de compilation de commentaires de merde, si tu veux. Ouais. Donc ça me choquait pas, mais par contre, bon, bah, il y a des fois où c'est pesant, ouais. Il y a des fois où les gens avec qui tu as envie de passer, tu passes tes week-ends, qui te jugent et qui te méprisent un petit peu et tout, c'est désagréable. Et après, en fait, tu endures le truc et en fait, tu as la revanche qui vient toute seule, c'est le karma. Où bah, c'est eux qui s'y mettent, quoi. Ouais, Et en plus, ça marche, tu vois. Mais ça marche parce que bah, tu as un peu préparé le terrain et tu es content quand même pour eux. Mais voilà, quand t'en parles, c'est vrai que le regard est fuyant. Lors de cette première saison, est-ce que tu t'es fait, malgré tout, un ou plusieurs potes, des rencontres intéressantes, déterminantes pour la suite? Ou est-ce qu'à cette époque-là, tu étais encore un petit peu isolé dans ton coin? Ouais, la première saison, j'étais quand même vachement dans mon coin. Après, c'est ma nature aussi, hein. Même quand les premières fois où je me suis retrouvé avec plein de youtubeurs et tout, si j'avais pas été accompagné, je pense que je serais resté tout seul dans mon coin. Donc c'est un peu dans ma nature. Mais non, j'ai quand même rencontré des gens super. La première année, en vrai, peu, parce que bah, je connaissais déjà Axel François. Déjà? On était déjà potes. Ok, Ouais, on était déjà potes. On avait déjà fait. Il a fait partie de Switch Riders avant que même je fasse du drift, hein. ok. Axel, c'était le moment où on avait du FMX avec Renaud Margry, on avait du drift avec Axel François, et puis nous on faisait du stunt. On se connaissait bien par l'intermédiaire donc d'Arnaud, qui est le mécano à l'époque, mon associé aujourd'hui. Et donc je passais mes week-ends avec Axel, quoi. Ok. Et j'emmenais mes potes aussi, parce que ça c'est un truc que j'ai toujours fait, d'emmener mes potes proches dans mes délires. C'est un truc que j'aime bien, ça. En faire profiter. Donc après, j'ai rencontré plus de gens, peut-être à partir de l'année d'après, la période où j'ai commencé à rouler avec la Skyline. La R33, ouais. Bon, R34, c'était une R34. Ah oui, sedan. la R34. Ouais, 4 portes. Après, petit à petit, voilà, j'ai rencontré des gens, et c'est vrai que quand tu les rencontres en vrai, bah, combien de fois on m'a dit ah, bah, t'es sympa en fait. Puis moi, j'étais là, je disais putain, mais. Alors, bon, ok, les vidéos que je fais, c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus, mais j'ai pas l'impression d'avoir l'air d'être un connard. Bon, après, on se rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'en fait, souvent, les gens, ils se disent, ouais, bah, comme il a des abonnés et tout, forcément, il est pas sympa. Ouais. Et tu pars tout de suite, en fait, avec un putain de handicap. Ouais. Et à l'époque, c'était mal vu, en fait, d'avoir des abonnés et tout. Ouais. À cette époque-là, 2017, 2018, 2019, ta chaîne explose? Ou en tout cas, tu trouves un vrai rythme? Ouais, bah ça, c'est ce qui compte un petit peu le plus, je trouve, hein. Tu me diras ce que t'en penses, mais c'est vrai que quand t'arrives à taper 2 vidéos, voire 3 par semaine, et qu'en plus tu te fais plaisir, c'est ça le truc, hein. Ouais. C'est que moi, il y a un truc, et c'est Jorian qui me l'a dit le premier d'ailleurs, c'est Jorian qui m'a beaucoup poussé à faire des vidéos sur YouTube, hein. C'est que tant que tu joues le truc, ça marche pas vraiment. Et le moment où tu trouves j'ai l'impression que c'est la phrase dans Les Visiteurs, tu trouves la force en toi d'être juste toi, en fait. Ouais. Devant une caméra, à partir de là, alors moi perso j'arrive très rarement à l'être à 100%. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui arrivent, mais quand tu arrives à être au moins à l'aise et à montrer la personne que tu es vraiment dans tes vidéos et que tu te forces pas à jouer un rôle pour plaire aux gens ou des trucs comme ça, ben là en fait ça commence à marcher. Et du coup là tu prends plaisir et c'est un engrenage qui commence, mais un bon engrenage si tu veux. Et là c'est l'époque où vraiment je me suis de plus en plus éclaté. Où le fait que ça marche et que ça plaise, que les gens viennent nous voir et qu'ils soient contents et tout, c'était génial. Il y avait le côté partage aussi de ce qu'on faisait, d'avoir l'impression que moi, le nombre de fois où on m'a dit putain, j'ai regardé vos vidéos et du coup, je me mets au drift. Mais alors ça vaut de l'or. Ouais. Ça, c'est vraiment la récompense ultime, si tu veux. Donc, c'est vrai que là, cette période-là, ouais, c'était trop cool. Bon. Après, pour contrebalancer tes propos, je pense que le naturel permettait d'avancer si tu avais vraiment un naturel intéressant, faut pas se leurrer non plus, hein. Si t'es toi-même mais que t'es bidon, ça marche pas non plus des masses, mais je pense que ça marchait avant. Tu vois maintenant les youtubeurs qui montent, les youtubeurs qui explosent, c'est tous des personnages. De plus en plus. Et de plus en plus, c'est composé, scénarisé, préparé en amont. Et je pense que c'est moins naturel qu'à l'époque où justement on disait qu'il fallait absolument être naturel pour que ça marche. Le fameux adage de « Ouais, mais sois toi-même et si t'es toi-même, les gens vont kiffer ». Je pense que c'est moins vrai maintenant. Alors, je suis d'accord avec toi, mais ça dépend ce que tu estimes être la réussite, en fait, avec YouTube.
Je m'explique, c'est qu'en fait, c'est vrai si tu vas avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que l'année dernière, j'ai pas fait de vidéo du tout. Je suis parti pendant quasiment un an. Parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont fait que j'avais moins l'envie et que j'ai trouvé un petit refuge dans les cascades où je pouvais faire un truc à fond et sortir un peu la tête de tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, quand ça fait longtemps que tu y es, voilà, ça peut être éprouvant mentalement aussi. J'ai fait 0 vidéo. J'ai quasi rien posté sur Insta. J'étais pas là, j'ai disparu. Et je suis revenu. Les vidéos faisaient autant de vues. Les gens étaient ultra gentils. J'ai retrouvé vraiment comme si je n'étais pas parti, quoi, si tu veux. Et ça m'a redonné une espèce d'envie de tout casser et d'avancer et de faire des trucs cool, vraiment furieuses, quoi. Et en fait, je pense que quand tu es un personnage et que tu prépares et que tu fais des vues et que tu fais beaucoup d'abonnés, etc., alors effectivement, ouais, tu fais du chiffre. Voilà. Je suis pas sûr que si tu te casses et que tu reviennes un an plus tard, tu aies une communauté aussi solide, tu aies une communauté aussi qui te connaît autant et qui arrive à comprendre quand tu lui expliques pourquoi tu es parti. Tu aies une communauté qui soit capable de te dire dans un commentaire, et ça arrive plein de fois, de te dire, écoute, je sais pas ce qu'il y a, mais ça se voit qu'il y a un truc, prends soin de toi, il n'y a pas de souci, pas de pression, même si la prochaine vidéo est dans 6 mois. Ça, tu l'as pas, je pense, si tu joues ce jeu-là, en fait. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, la réussite, entre guillemets, chacun la voit comme il veut, mais moi, la réussite, elle est plus là, c'est d'avoir une communauté vraiment solide, qui s'entraide même entre eux. Récemment, il y a un gars qui cherchait des track days dans le sud-ouest, j'ai juste partagé la story. Il m'a dit, mais mec, c'est incroyable, quoi. Je me suis même carrément fait des potes, là. et tu vois, ça, pour moi, c'est plus ça, la marque de... J'ai plus réussi ce que je voulais en faisant ça que si j'avais 500 000 abonnés. Par contre, sur le côté, entre guillemets, commercial et business du truc, ouais, c'est clair, c'est pas le plus rentable. Mais ça reviendra à ça, de toute façon. Ça revient toujours à ça. Ouais, ok. C'est vrai que tu as quand même sacrément contribué à la visibilité du drift en France. Puisque avant que des gens comme toi, et moi j'ai pas souvenir qu'il y ait d'autres personnes à cette époque-là qui faisaient ça, il y avait des Mike Kaufman qui étaient déjà très communicants, des Antoine Amar qui aimaient bien côté grande gueule, côté un peu clash, donc ça faisait parler un petit peu, c'était marrant. Vraiment, la personne qui a permis de s'immerger dans le monde du drift français, bah, je pense que la première personne c'est toi. Et ça... c'est intéressant et je pense qu'aussi c'est toute une génération de drifters que tu as emmené avec toi qui te sont fidèles parce que je pense que tu es à l'origine de beaucoup de passion, quoi. Ouais, et je suis assez d'accord, sans vouloir paraître présomptueux, mais c'est parce que c'est ce que je voulais aussi. Et c'est ce que je viens de te dire, tu vois, dans ma démarche, moi, quelqu'un qui me dit tu m'as transmis une passion et du coup, je me suis mis au drift. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, c'est un vrai accomplissement personnel. Et c'est égoïste en plus, parce que c'est personnel, hein. Mais c'est un vrai accomplissement. Mais ça peut aussi, ça a pas mal joué contre moi aussi, dans le sens où, et par ma faute, c'est-à-dire que tant que ça se passait bien, et que c'était dans cette dynamique-là, c'était génial. Et en fait, quand j'ai vu que ça commençait à plus ressembler vraiment à ce que je leur avais vendu, en fait, Oui. j'ai eu cette impression d'avoir une responsabilité. Mais je l'ai toujours, hein, et je ne changerai pas là-dessus. D'avoir une responsabilité. Je vais te prendre un exemple, alors je ne vais pas citer de nom, mais d'un gars que j'ai convaincu à une Drift Cup à l'époque, je crois que c'est en 2018, quelque chose comme ça, que j'ai convaincu de venir faire le championnat. Il m'a dit j'aimerais trop faire le championnat de France et tout, mais bon voilà, c'est chaud, il faut des moyens, il faut machin. Et je lui ai dit mais mec, si tu as envie de faire ça, mais fonce en fait. Vas-y à fond, et puis si tu te loupes, tu te loupes, mais au moins tu as essayé, tu vas regretter sinon. Ce mec-là, l'année dernière, enfin non, cette année, bah, il a débarqué au championnat de France avec une bagnole qu'il a mis 5 ans à monter, avec ses potes, avec les partenaires qu'il a pu trouver près de chez lui. Tu vois, vraiment, c'est de l'artisanal et le mec s'est défoncé, quoi. Avec sa femme enceinte jusque-là, alors que, tu vois, ils mettent tous leurs moyens dans la bagnole. Enfin, tu vois qu'il y a un vrai investissement personnel. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est putain, je voyais pas ça comme ça et je suis vachement déçu. Oh merde. Et, ça m'a défoncé. Ouais, et ouais, je me suis senti mais tellement responsable. Et c'est pas le seul. Alors après, c'est une question de point de vue. Il y en a qui trouvaient ça cool quand même. Enfin, tu vois. Mais moi, j'étais assez d'accord avec ça. Et dès la première manche, et je pense que ça a beaucoup influé sur tout ce qui s'est passé après. Ouais. Il y a ce côté-là.
Ok. Donc 2018-2019, tu progresses dans ton expérience du drift, dans le pilotage. Est-ce que tu montes au classement 2018-2019? Alors 2018, ouais, 2018, ouais, c'est là où je roule avec la Skyline. Je commence à faire des belles battles. Il y a eu des belles battles en 2018, notamment Kevin Josu, Arnaud Garo, où vraiment, cette battle, je l'ai vraiment en tête, hein. C'est le début où j'ai commencé à avoir une voiture qui commençait à être compétitive. Ouais. Ah si, il y a aussi, je suis allé jusqu'en finale au Castellet, d'ailleurs. C'est cette année-là où vraiment la voiture roule et moi, je me fais plaisir. Et ça le fait, quoi. 2019, c'est la première année avec la Supra. Ah, incroyable. Ouais, Tu commences aussi à avoir une belle équipe autour de toi. Il y a ouais. la marque de fabrique, les kiwis, le druide, toutes ces choses-là, où là vraiment, on voit bien que quand vous arriviez sur une manche, c'était pour retourner la manche. Et on voit bien que Ouais. les gens étaient tous outrés, en fait. Ils étaient tous en mode PLS, en mode choc, et tu voyais le bordel débarquer. Et on voit bien que tout le monde était submergé par ça. Et ça, c'était marrant. C'était génial. Mais il y a je crois que c'est Nogaro 2019 où il y a carrément les mecs se sont. Déjà, il y avait, je sais pas, une centaine de mecs habillés en druide. C'était n'importe. Les types qui vendaient des costumes de druide sur eBay à l'époque, ils ont dû péter les plombs, ils n'ont pas dû comprendre ce qui se passait. Et Nogaro, en fait, les gars se sont donné rendez-vous à l'entrée du circuit, tous en druide. Et ils ont fait une procession jusqu'à notre stand Putain, mais pour venir quel se délire. poser et faire une prière de druide devant la Supra. Enfin, c'était incroyable, c'était incroyable. Mais- Sur le live, il y avait des druides de partout, quoi. Mais ça, Je me faisais engueuler, hein. ça vient d'où, ce délire druide? Le druide, en fait, alors, la première vidéo, c'est qu'en fait, j'étais vachement. Après, je suis un casse-couille, hein. Mais j'étais vachement énervé parce que. Pas énervé, mais outré. J'étais pas d'accord avec le fait qu'on nous donne une annexe J épaisse comme ça. L'annexe J, c'est le truc technique, les spécifications techniques pour que les voitures soient homologuées. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout claires, qui sont mal expliquées. Et quand tu demandes à un contrôleur technique ou au gars du championnat ou n'importe, tu lui dis, bah voilà, pour mon arceau, ça dit ça, telle langue, telle langue, telle langue, mais c'est pas clair. C'est quoi en fait le vrai truc? Et les mecs, mais systématiquement, ils te disaient, bah alors, de mon point de vue, je pense qu'il faut faire ça, comme ça, mais ça n'engage que moi. Ouais. Je dis, putain, mais les gars, en fait, vous savez tout, mais vous savez rien, quoi. Vous êtes des druides, tu vois. Et c'est parti de là, et j'ai fait une vidéo où j'ai dit que c'était des druides, et puis après, je suis sorti un jour du taf, en fait, et je suis passé devant un magasin de costumes. Et j'adore ça. Donc je me suis arrêté, et il y avait ce costume de druide à la con qui était en promo, quoi. C'est à cause de cette promo que c'est parti, hein. Oh merde. J'ai acheté ce costume, ça m'a donné l'idée de cette vidéo où j'expliquais la Nex-J, et donc on l'a appelé Nex-Jix comme panoramique, si tu veux. Et voilà, c'est parti de là. Et on l'a mis ce costume à un pote de Lyon, un très très bon ami d'il y a très longtemps. Et en fait, quand il met ce costume, et c'est toujours le même, hein, même aujourd'hui, hein, quand il met ce costume, mais de ses dires, hein, il se transforme. Je te jure que c'est vrai. Le mec, il devient barré complet, Ah, quoi. mais C'est un truc de fou. incroyable, mais c'est incroyable, mais le talent qu'il a, mais c'est phénoménal. Moi, je me rappelle avoir des vidéos, mais me pisser dessus, des lives, mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ça va mal finir. Forcément, ça va mal finir. Ils vont tous finir en prison, c'est des fous, quoi. Mais c'était, Ouais, non mais ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, hein. ouais, franchement, c'était vraiment une période énorme. Je me rappelle de cette grange où tu bricolais chez toi. Je me rappelle l'environnement. Enfin, c'était vraiment énorme parce que c'était les gars. J'ai l'impression que tes potes étaient là tout le temps chez toi, à toute heure du jour et de la C'était le nuit. cas. Mais c'était Ouais, c'était le cas. c'était une communauté. Ouais. Un délire, c'était incroyable. Ça vivait jour et nuit. Pendant qu'il y en a un qui dormait, l'autre il bricolait. Toi, tu te levais le matin, la tête dans le cul. Le mec finissait de bricoler un truc. C'était du délire. C'était du délire. Mais ce qui était sympa, c'est que l'ensemble de ton équipe, vous étiez focus sur un objectif. Finir, généralement, c'était toujours la même chose. Hein, finir la bagnole à temps. Mais c'était vraiment phénoménal. Et ça nous tenait carrément en haleine, quoi. Et c'était aussi les premières longues vidéos, j'ai l'impression. Tu sais? Oui. Parce qu'à l'époque, tu faisais une vidéo, tu faisais 10 minutes. Hein, parce que sinon, tout le monde se barrait. Hein. Et toi, tu nous calais des vidéos longues où il y avait vraiment... Tu sais, ça te tenait en haleine. Tu avais envie de savoir, vont-ils y arriver? Et c'était vraiment... c'était nouveau, tout ça. Hein.
si tu veux, c'était vraiment le... Il y a un jour où je me suis dit, bon, on fait des vidéos de 10-12 minutes, on montre ce qu'on a à montrer, mais finalement, c'est super dur de se rendre compte des choses, mais du point de vue humain, si tu veux. Ouais. On montrait les trucs techniques, les pièces de voiture, pourquoi on a galéré à monter ça, pourquoi machin, mais dans un condensé de 10 minutes de plusieurs jours, tu peux pas mettre ces moments de doute, de fatigue, de rigolade, tu vois, c'était obligé d'en trier beaucoup. Et en fait, je me suis dit un jour, je me suis dit, mais en fait, bon, mais même si je fais une vidéo de 45 minutes et que tout le monde se barre et qu'elle marche pas, ben je m'en tape en fait. Parce que moi, ce que je veux, c'est que dans 10, 15, 20 ans, quand on va regarder ces vidéos-là, je veux qu'on se rappelle de ce qu'on a vécu. Et si les gens ils arrivent à le vivre un petit peu au travers de ces vidéos-là, même s'ils sont pas nombreux, ça me convient plus que beaucoup de gens qui kiffent un truc qui finalement n'est pas vraiment ressemblant à ce qu'on fait. Ouais. Et puis on me l'a dit plein de fois, putain, mais tes vidéos 45 minutes, mais moi j'ai pas le temps. Et puis finalement, en fait, les habitudes elles ont changé parce que avant tu regardais la télé et puis une ou deux vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, les gens ils regardent YouTube et c'est leur programme télé. Et un épisode d'une série, c'est 40-45 minutes. Clairement. Finalement, une vidéo sur YouTube, 40-45 minutes, moi je préfère regarder ça plutôt qu'une vidéo de 12 minutes. Tu vois, quand je vais choisir, je vais regarder la durée, et puis à choisir, même si le sujet me plaît un petit peu moins, je préfère regarder ça. Ouais. Ouais. Ça a fini par changer les habitudes là-dessus, mais c'est trop dur de faire passer... on vivait tellement de trucs, c'était le côté humain qui était le plus important. Enfin, je pense que ce sera parmi les meilleurs souvenirs de nos vies à tous à ce moment-là. Je suis content qu'on ait ces souvenirs-là, en fait, et qu'on puisse les revivre quand on veut. Ouais, c'était vraiment une époque incroyable. Et toute la construction de la Supra, toute cette époque-là, c'était vraiment ouf. Parce qu'en plus, tu sais, nous, en tant que spectateurs, on s'identifiait. Et à chaque fois qu'il y avait une vidéo qui sortait, tu retrouvais tes potes de drift, quoi. Tu vois, et c'était super cool. Tu reprenais. C'était bien parce qu'il n'y avait pas trop de décalage entre les aventures. Donc, il y avait tel bricolage, ça s'arrêtait sur une grosse emmerde. La vidéo d'après repartait sur cette emmerde. On trouvait la solution. On était à quelques jours du départ. Enfin, c'était toujours dans l'ordre. C'était toujours assez proche. Et ça tenait en haleine, quoi. Et tu avais envie de voir la suite et tu t'attachais et tout. Et c'était vraiment cool. Et après, quand on voyait les vidéos avec le live et tout ça, c'était cool de vous voir évoluer dans tout ça. Bref, moi, j'ai vraiment kiffé cette période-là. C'était vraiment dingue. Pour avancer dans le championnat, là, tu commences à être bien ancré dans le championnat. Ta rencontre avec Banesport. C'était 2010, beaucoup en 2019. Enfin, on s'est forcément croisés avant. Oui, bien sûr. C'était beaucoup 2019. Alors 2019, c'était rigolo parce que moi, on venait de finir la Supra, donc j'ai eu des emmerdes. Nogaro, on a fusillé le moteur à cause d'un putain de fil juste électrique qui était trop fin, tu vois. Quel enfer. C'est chose qui... après, on était une bande de copains dans une grange. Ouais, donc, clairement. Voilà. Et bon, j'avais quelques fois des problèmes et tout. Et puis Jason Banet, aussi, finalement. Il avait pas mal de soucis. C'était une année, je crois, où ils expérimentaient un des moteurs BM qui était un peu plus récent, le N54, il me semble. Et donc, voilà, quand tu fais du développement, tu as des casses. Et puis Jason, il pétait les plombs, il en avait marre. Je crois que cette année-là, ils en ont pété 10 ou 12. Hein. C'était un délire. Oh, et puis, on se marrait avec ça, si tu veux. Et c'est là où on a commencé à bien rigoler ensemble. Ouais. C'est fou parce que moi, j'en avais discuté avec plusieurs personnes à l'époque. Et la création de ce lien entre Jason et toi, ça semblait pas du tout naturel. Au début, il semblait même un petit peu forcé. C'est l'impression que ça donnait. Moi, je te donne mon ressenti à l'époque. C'est bien. Et ça semblait un peu forcé dans les vidéos. Mais bon, après, force est de constater que vous étiez vraiment potes et que ça avait l'air de bien fonctionner. Non, alors peut-être qu'au début, si tu veux, moi j'étais j'étais gêné en fait, parce que c'est pas commun en fait. Ouais. De se retrouver dans une voiture pas à toi. C'était quoi le projet ? C'était quoi le projet exactement ? Alors je vais t'expliquer vraiment comment ça s'est passé concrètement. Parce que toi, tu avais une voiture. Ils ont fait une nouvelle voiture. Ouais, j'avais la Supra, ouais, mais ils ont fait il y avait la M3 qui roulait, je sais plus qui roulait quelqu'un. C'était la M3 de quelqu'un, je crois. Ils l'ont récupérée, mais en fait Jason avait sa série 1 et puis
Et puis je sais plus comment ça s'est passé, mais en gros, je crois que Yannick a dit à Jason, bah, faudrait la faire rouler cette voiture. Et en fait, Jason a dit, bah attends, mon pote Chouf, il est tout le temps en panne, ça se trouve, il serait chaud à la rouler. Et puis voilà, et puis bah, enfin, ça s'est fait un peu naturel. En fait, c'est bizarre à dire, mais un peu naturellement en fait. Ok. Bon, alors moi, je t'avoue que, je crois qu'il y a une scène dont je me souviendrai toujours, c'est, il me dit, bah viens au garage, et comme ça on en parle avec mes parents et tout. Et moi, j'ai l'impression que c'était un putain d'entretien d'embauche, tu sais, genre. Je crois que je me demande si j'avais pas mis carrément une chemise et tout. J'étais pas bien, je transpirais et tout, tu sais. Et puis voilà, puis en fait, bah, ça s'est fait comme ça. Après, bah, le deal, en fait, concrètement, eux, ils voulaient de la visibilité, c'est ce que je savais faire. Ouais. Et puis bah, moi, je voulais rouler, et puis bah, eux, leur métier, c'était de faire des voitures. Donc ouais, ça s'est fait comme ça, et puis en se disant, bah, on verra bien. On verra bien ce que ça fait en fait. Après, t'as pas mal de gens qui ont un peu pensé que c'était mettre Switch de côté, alors que c'est pas du tout le cas. J'ai emmené mes potes dans l'histoire, hein. Bon, c'est vrai que du coup, je roulais pas la Supra. Ouais. Mais c'était une chance aussi dans un sens où on allait aussi apprendre. On avait beaucoup à apprendre. Tu vois, on était une bande de potes dans un garage. Bon, bah eux, ils faisaient ça depuis longtemps. C'est un garage, Hmm. c'est des préparateurs. Et je regrette pas une seconde, hein. Mais non, ça s'est fait assez naturellement et en vrai, c'était cool, hein. Mais là, l'accord, c'était visibilité, je vous accompagne, je fais mes vlogs comme d'habitude, on crée votre identité Banesport sur les réseaux, en gros, c'est Ouais, ça. c'est Et, ça. Ouais. et en échange, on te prête une bagnole. Tu payes tes frais. C'était ça le deal. Voilà, je payais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu payes tes casses, les Ouais, ouais. pneus, l'essence, les trucs comme ça, quoi. Je payais l'essence et les pneus. Et en fait, les casses, c'était pas inclus, si tu veux. Ouais. Mais c'est vrai que moi, quand je cassais la voiture, tu vois, un coup, j'ai pété un train arrière, un coup, j'ai pété. Bon, j'avais déjà de la chance d'avoir des sponsors qui me suivaient toujours. Ouais. Et, j'essayais d'en faire profiter aussi Jason, hein. Le principe, c'était de mettre les choses un peu en commun. Hmm. Mais c'est vrai que voilà, quand je cassais, j'essayais dans mes moyens, en tout cas dans la mesure du possible, mais quand je cassais un train arrière, un truc comme ça, j'essayais de le remplacer moi. C'était pas convenu, mais parce que ça me paraissait convenable. Ok. Voilà. Mais oui, c'était le deal, c'était ça, de leur apporter de la visibilité, créer l'identité, Banesport, etc. Puis on apportait aussi à Jason, et en fait, ça s'est fait un peu tout seul, dans le sens où Jason, en fait, c'est un peu devenu à l'époque, c'était devenu le petit frère, si tu veux. Hmm. Donc moi, mon but, c'était que Jason, il explose, en fait. Avec un gros talent. Ouais, un gros talent. Gros talent. Un gros défaut, c'est qu'il ne servait pas du tout de sa tête au début. Hmm. Et puis petit à petit, en fait, il a canalisé ça. Ouais. Et puis le talent était déjà là. Il y Ouais. avait juste à le canaliser. Ouais. Avec des grosses burnasses aussi. Ouais, bon, tu sais, il a quand même été champion de France de quad. Ouais. C'est un barjot. Oui. C'est un fou. Ouais. Ouais, Enfin, c'est un fou, mais quand même calculé. Il est très technique, si tu veux. Hmm. Donc, Ouais, mais le level d'engagement, il est impressionnant. Ça se voit ça se voit dans le championnat, quoi. ouais, puis après, tu as aussi alors, attention, c'est pas du tout une critique, c'est une vérité. C'est qu'en fait, c'est vrai que par exemple, quand tu sais que si tu casses, tu peux pas réparer, ton cerveau va pas fonctionner de la même façon que si tu dis je peux y aller à fond et on répare. Clairement. C'est un fait, si tu veux, hein. Et il avait la chance de pouvoir être dans ce mood-là. Hmm. Et tant mieux, tant mieux. Et c'est ça qui fait aussi que tu peux exprimer du talent et tu peux apprendre aussi. Ouais. Ouais. Que tu peux te permettre de déclencher comme il déclenche, quoi. Ok, très bien. Donc 2020, petite période transitoire où tu finalement changes plus ou moins de team. En tout cas, tu rejoins le Giron Banais. Ça se passe bien. En termes de championnat, tu finis combien au classement? Alors cette année-là, je crois que je finis quatrième. Ouais, j'étais quatrième. 2021, on rempile avec Banesport. Ouais. Comment ça se passe? Le projet, Super. Incroyable. tu repars avec je me souviens plus, tu repars avec la M3? Alors en fait, 2020, c'était la première année. Je roulais avec la M3, mais elle était toujours avec le V8 d'origine. Ok, Tu sais. oui. V8 qui était quand même cool, mais relativement asthmatique. J'avais pas les perfs, si tu veux. Et je crois que je t'ai dit une bêtise. C'est Jason qui est 4 et moi j'étais 8. Et bon voilà, cette année-là, c'était de l'apprentissage aussi. Apprendre le châssis. Moi, j'avais jamais vraiment roulé de BM, encore moins un peu récente comme celle-là. On a beaucoup fait évoluer le châssis. On a vraiment travaillé en fait, hein.
On a vraiment bossé, ça se passait bien, moi je m'éclatais, ouais, c'était très cool. Et puis bon, bah, à la fin de l'année, Yannick m'a dit, écoute, on a bien bossé sur le châssis, maintenant je vais te faire un vrai moteur. Puis il m'a fait un moteur il a mis un S54 turbo qui faisait 931 chevaux, une boîte séquentielle, enfin voilà, une vraie voiture pour jouer la gagne, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Ok, donc t'as fait la saison comme ça. Ouais, c'était particulier en plus comme saison parce que il s'est trouvé que cette année-là, donc Jason et moi, on avait à peu près le même setup sur les deux voitures. On avait d'ailleurs le même setup sur les deux voitures et en fait, Jason a eu beaucoup de problèmes mécaniques. Et en fait, on a fait la saison entière sur une voiture à deux. Ouais, je me rappelle. C'est-à-dire que... Alors souvent, Jason n'était pas d'accord parce que bon, il avait cassé sa voiture et puis il voulait pas me prendre la mienne. Mais bon, je lui disais à chaque fois, je disais, mais en fait, c'est la tienne. Donc on va rouler à deux et il n'y a pas le choix. Et c'était trop bien, mais en vrai, cette saison-là, déjà, la voiture, elle a fait une saison avec deux pilotes, elle fait une double saison en une, c'est improbable. Ouais, ça, je m'en souviens, c'était incroyable, incassable. Incroyable. Et puis en plus, on avait zéro scrupule. Enfin, moi, ils m'ont appris à... C'est dur quand c'est pas ta voiture de pas avoir de scrupules, tu vois. Ah ouais, j'imagine. De te dire... Et moi, le nombre de fois où je me suis fait engueuler par Yannick ou Jason à me dire, bah, attends, t'es venu acheter le terrain là, mais vas-y, tape dedans, massacre là, tu vois, vraiment. Ouais. Et bon, ils ont réussi à me pousser un petit peu dans mes retranchements et à me décider à vraiment y aller, quoi. Et mais autant Jason que moi, cette année-là, mais qu'est-ce qu'on lui a mis à cette voiture? Ah ouais, putain, je m'en C'était souviens. incroyable qu'elle tienne le coup. Et donc, on fait cette saison où on fait le Shifumi sur le podium. Non, mais... Oui. C'est parti jusqu'au Japon, cette histoire. Hein. Ah ouais? Ouais, les Japonais, ils s'envoyaient le truc sur Twitter. Ils disaient, mais les Français, ils ont pété les plombs, en fait. Raconte-nous cette histoire. Place. Ouais, c'était ça. Refais-nous le scénario. Je me rappelle plus de cette histoire. Enfin, on est à deux sur la voiture. Et toute la saison, on a eu la chance de se retrouver chacun d'un côté du tableau au qualif. Ouais. Donc, on fait nos battles, on avance. Donc, l'équipe, attention le taf de l'équipe, parce que des fois, je finissais ma battle, je sortais à peine, je n'étais pas sorti de la voiture était en l'air, il changeait les pneus, mettait de l'essence, et puis elle repartait faire la battle avec Jason. C'était du non-stop, vraiment. Et donc, on arrive tous les deux en finale, en fait. Et là, on nous demande, vous voulez faire comment? Donc, dans ces cas-là, soit les pilotes décident, soit c'est l'équipe qui décide pour eux. Et moi, j'avais dit au début du week-end, le vendredi, j'avais dit à Jason, parce qu'il m'avait dit, imagine, on se retrouve en finale. Et j'avais dit, tu sais quoi, on fera un Shifumi, on s'en fout, mais tu roules. Et ce week-end où on se dit ça, voilà, il faut que ça arrive. Et j'ai dit, l'équipe va pas prendre une décision pour nous, parce que ça serait très difficile pour eux en plus, et pas joli en plus. Nous, on va pas dire, allez, je te laisse gagner, ou un truc comme ça, parce que pareil. Et vas-y, on va faire un Shifumi sur le podium. Mais quand on a dit ça au staff du CFD, c'était comme des dingues. Ils ont dit non, vous allez pas nous faire ça en fait. Pas en live, pas ça. pas sur le... Et si, du coup, c'était encore mieux, donc on l'a fait. Et donc ça a été interdit après, l'année d'après. Ouais. Énorme. Mais voilà, cette année-là, il y a eu... C'était que des dingueries comme ça. Ça a été... Et puis jusqu'au bout, si tu veux, on arrive à la finale. Moi, mon but de ce week-end-là, c'est de pousser tout le monde pour que Jason gagne, en fait. Parce que Jason est devant moi au championnat au début de la finale. Hein, ok. Au début de ce week-end. Et moi, mon but, c'est de pousser tout le monde et de faire de la place, en fait, pour que Jason gagne le championnat. Donc, jusqu'à la dernière manche, Jason est devant toi? Non, en fait, on s'est changé un petit peu. Là. On était 1-2, 1-2, 1-2. Mais quand on arrive, en tout cas, à Bordeaux, à Mérignac, Jason est devant. Et la stratégie, en tout cas, c'est établi, quoi. C'est moi qui fait de la place pour Jason et qui fait tout ce que je peux, en fait, pour que Jason gagne. Et bon, voilà, ça se passe un peu différemment. Moi, je suis pas au courant. C'est-à-dire on termine la manche. Je termine en plus sur une casse, je crois. Et moi, on n'a pas compté les points, en fait, à aucun moment. Donc pour moi, dans ma tête, c'était Axel qui était premier, Jason deuxième et moi troisième. Et en fait, pas du tout. En fait, j'avais gagné avec 8 points d'avance. C'était une surprise absolue à ce moment-là. Alors j'étais content, mais si tu veux, moi j'ai un défaut, c'est que je suis très content d'avoir gagné le championnat de France. Et puis j'avais dit à Arnaud, quand j'ai commencé donc mon premier mécano, qui m'a dit mais fais pas du drift, t'as pas les moyens et tu feras jamais rien là-dedans. Je lui avais dit j'arrête si dans 5 ans j'ai pas gagné au moins une fois le championnat. Donc la 5e année je l'ai eu, donc tu sais il y avait une certaine satisfaction quand même de lui mettre ça dans la gueule.
Mais je pense que ça a participé aussi à la suite où en fait ça t'enlève un objectif en fait. Tu vois, c'est quoi la suite? Donc c'était cool, par contre j'étais super heureux pour l'équipe. J'étais assez triste aussi quand même que Jason n'ait pas gagné parce que je sais que ses parents se butaient pour que ça le fasse. Mais voilà, on a fait la fête tous ensemble et c'était trop cool. Ouais, génial, génial. Champion de France de drift 2021, c'est beau. Qui l'aurait cru, hein. Nous, on y croyait en tout cas. La suite. 2022, 2022 c'est... je l'ai déjà dit, c'est ma pire année. C'est ma pire année, je crois. Mais tout confondu. Hein. 2022, ça se passe mal en fait dès le début. La voiture est casse sur casse. Nous, on pense identifier le problème lors de la première manche. T'es sur quoi comme voiture là? Toujours la M3. Donc t'es toujours avec Banet? Ouais, toujours. Ouais. Ok. Mais bon, voilà, on nous dit c'est pas ça. Et puis en fait, toute l'année, j'ai quasi pas roulé quoi. J'ai cassé des transmissions toute l'année. C'était super dur à vivre parce que quand tu viens de gagner, déjà on t'attend un peu au tournant. C'était très frustrant.